Alors Hélène, merci de nous avoir proposé cette pause qui nous a permis d'être alors très animés, enthousiastes, à vouloir passionnément échanger les uns avec les autres. Donc la pause a duré un tout petit peu plus que prévu, nos excuses. Et voilà, on est bien avec vous, on est disponible, c'est parti, si vous voulez bien. Oui, je le suis aussi. Et puis, ça me permet juste de vous taquiner sur ces perceptions précoces, vous voyez, qui fait que quand c'est peut-être un peu difficile, vous voyez, on va se réfugier sur l'oralité, hein, c'est-à-dire boire et manger, ça réconforte. Mais boire et manger entouré, ça réconforte 2 fois plus. Hein. Donc, je ne manquerai pas quand vos plateaux repas vont arriver de vous laisser justement aussi vous sustenter. Si ce n'est que la dernière partie de cette conférence, je pense, sera quand même avec des tonalités de gravité moins importantes. Hein. Donc, vous vous rappelez, le bébé, c'est un être de relation. Hein. Et donc, nous qui avons été bébés, nous sommes des êtres de relation. Freud disait au début du 19e siècle qu'on ne peut pas séparer le corps de l'âme, hein, au sens laïque du terme. Pour lui, qui était vraiment très laïque, alors qu'issu d'une famille juive qui avait beaucoup pratiqué, pour lui, en fait, le corps de l'âme, c'était le langage intérieur. Hein. Et ce langage intérieur, les derniers travaux sur l'attachement montrent que c'est la structure du milieu, et c'est là que nous pouvons agir, vous voyez, c'est la structure du milieu qui va modifier la manière dont notre corps et notre cerveau fonctionnent. Alors bien sûr qu'on ne peut pas le séparer de notre structure affective et sociale, bien sûr, mais n'empêche que cet apport de la considération de l'importance de nos écosystèmes et du milieu dans lequel on vit, vous voyez, presque de transplantation, permet tous les espoirs sur la théorie de l'attachement. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous emmener dans le monde des représentations. Hein, vous vous rappelez, le monde des perceptions, le monde des représentations. Nous vivons entre ces deux mondes. Hein. Ils ne sont absolument pas opposés l'un à l'autre, mais néanmoins, ce ne sont quand même pas les mêmes. Notre monde de représentation, l'enfant le construit en même temps pour lui-même et pour l'autre. Hein. On appelle ça le modèle interne opérant. Hein. C'est extrait de l'anglais MIO, qui influence donc ce modèle interne opérant. Il va influencer ma perception, mais il va aussi influencer mes attitudes, mon comportement tout au long de mon existence. Et donc, le travail possible des modifications de mes structures d'attachement va être sur mes représentations. Vous voyez, ce que je peux changer, c'est pas mes perceptions. Si j'ai été très effrayée ou si j'ai été en colère ou si j'ai été extrêmement joyeuse, je ne peux pas le changer, ça. Vous voyez, mon corps se souvient de ça. Par contre, ce que je peux changer, c'est ma perception de la réalité, c'est-à-dire c'est mes modèles internes opérants. Hein. Une fois intériorisés, ces systèmes de modèles internes opérants, ils vont servir, vous voyez, c'est comme un patron, hein, ils vont servir de modèle à toutes mes relations intimes et sociales. Donc, l'enfant, il se fait à la fois une représentation mentale de ce qu'il est et en même temps en interaction avec sa figure d'attachement. Donc, l'enfant, il va avoir accès à deux modèles internes opérants. La représentation des autres, avec ce que ça implique de leur disponibilité ou de leur indisponibilité, de leur rapidité ou de leur lenteur face à ses besoins, et bien sûr de leur sensibilité si lui
a besoin d'aide, hein, en cas de détresse. Et puis, il y a aussi la représentation de soi, c'est-à-dire non plus des autres, mais la représentation de soi, comme étant valable ou non, c'est-à-dire digne de valeur et d'intérêt. L'enfant se dit, je suis capable ou je suis incapable de mobiliser l'intérêt de mes figures d'attachement. Et c'est là que s'installe la détresse, hein. Donc, nous avons 4 fonctions. Nos modèles opérants ont 4 fonctions. La première, c'est Darwin qui l'a amené, c'est avec la théorie de l'évolution, c'est assurer notre survie, assurer la survie de l'espèce. Et donc, assurer ma survie. Comment je survis dans ce monde, hein. La deuxième fonction de ces modèles internes-opérants, c'est pour vivre, je dois sécuriser et protéger mes interactions et mon milieu. Ensuite, la troisième fonction, c'est m'aider à construire mon identité. C'est cette question lancinante que je retrouve à travers de très, très, très nombreuses cultures, je peux presque dire toutes les cultures. Qui suis-je? Où vais-je? Et avec qui je vais vivre? Et la quatrième fonction qui vient répondre à la construction d'identité, c'est préparer la socialisation et donc la mise en interaction avec ce qui m'entoure. En psychanalyse, cette construction des modèles internes opérants, elle porte un nom qui n'est pas toujours très, très connu, qui s'appelle l'introjection. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si imaginez que ce que vous allez introjecter, c'est-à-dire mettre à l'intérieur de vous, imaginez que ce soit une base de sécurité affective, un premier cercle de sécurité qui vous montre que vous valez la peine d'être né, un havre de sécurité, une source de réconfort, un espace protégé et cette matrice relationnelle primaire qui fait sens. Voyez, vous avez, si vous répondez à ces 6 critères, vous avez des introjections structurantes, c'est-à-dire qui vont permettre à votre architecture personnelle de monter, de s'agrandir, de se développer dans des singularités de forme qui, bien sûr, vont permettre au sujet que vous êtes d'aller là où il le veut, hein. Ces introjections, le tout petit, il les établit entre 6 et 9 mois. Il y en a précocement, bien sûr, hein, mais majoritairement, le 6-9 mois, parce qu'il y a la conscience de l'autrui, s'installe. Ça va se stabiliser vers les 5-6 ans, et sauf événement de vie critique, notamment décès, maladie, séparation, elles vont rester stables, ces introjections, tout au long de la vie. Et c'est en fait ce processus d'assimilation qui va servir de fondation, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas rien la structure, hein, de se construire, de fondation aux expériences ultérieures que je vais rencontrer. Et ce sont mes introjections qui vont me permettre de trouver ou de ne pas trouver des solutions aux épreuves que la vie va m'amener. Evelyne, est-ce que je peux vous demander de mettre le deuxième tableau? Vous pouvez, volontiers. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Donc, en fait, vous voyez, ce tableau, c'est un bref résumé en lien avec les 4 vignettes de l'attachement que je vais vous présenter. C'est-à-dire que le modèle interne opérant de l'enfant, et il n'y en a que 3, hein, si son attachement est sécure, hein, comme vous pouvez le voir, l'enfant se sent aimé,
et aura une introjection positive, constructive de la vie et de sa capacité à pouvoir répondre aux épreuves. S'il est évitant, le modèle interne opérant de l'enfant sera plutôt d'être dans une forme de rejet ou de se sentir rejeté et mal aimé. Il y aura un désamour. Et s'il est ambivalent, nous serons plutôt dans la confusion et dans la colère. C'est-à-dire que l'ensemble du style relationnel du parent avec son enfant, qui lui amène la sécurité, l'évitement ou l'ambivalence, va permettre à l'enfant, voyez, dans ses introjections, de sortir les introjections pour venir, en fait, vivre sa vie. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'on pourra avoir... Oui, j'ai le tableau. Oui, je vous le transmettrai. Facile. Hélène, vous êtes d'accord pour qu'on puisse transmettre ce tableau? Oui, et puis je vous enverrai aussi décidément, c'est mon mot de ce matin, la structure de mon intervention. Hein. Comme ça, vous pourrez retrouver aussi le nom de tous ces grands penseurs et penseuses que je vous ai envoyés. Hein. Donc, nos introjections, vous voyez, elles sont stables tout au long de notre vie, mais qu'est-ce qu'elles vont apporter? À partir du moment où, vous voyez, ce qui est à l'intérieur, ce qui fait langage intérieur, comme le disait Freud, et que je vais le sortir pour venir vers vous, qu'est-ce que ça va amener? Quand je suis enfant, ça peut amener la notion de la réciprocité des échanges. Voyez, je vais demander, l'autre me répond, tout est en ordre. Hein. Ça va amener la conscience de la disponibilité émotionnelle, de la sensibilité, de la bonne distance, une proximité, pas trop d'éloignement et pas trop de rapprochement. Vous voyez, la fusion est tout aussi difficile à vivre pour un enfant que ce qui fait un trop grand éloignement. Hein. L'engagement, la constance et la cohérence avec des interactions qui me viennent de l'extérieur, je vais pouvoir prévoir, a priori, voyez, anticiper comment la réponse va m'être apportée. Hein, et je vais apprendre à poser mes demandes dans un certain contexte. D'accord? C'est-à-dire que ça vient vraiment décupler, vous voyez, toutes mes facultés psychosociales pour vivre bien ou vivre mieux avec les autres. Hein. Alors, comme je suis aujourd'hui avec des médiateurs, je voudrais faire une petite parenthèse sur les modèles internes opérants du choix du partenaire amoureux. Est-ce que je peux vous demander d'enlever le... Voilà, super, merci. Comme ça, je vous vois. Donc, je pense que de ce processus d'introjection qui me met en interaction avec autrui, je pense que vous avez compris qu'il se jouait dans mes interactions précoces. Hein. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, le modèle de relation intériorisée durant l'enfance va être stable tout au long de ma vie. Donc, bien entendu que ça va venir orienter mes attentes dans le choix de mon partenaire. Mais par contre, ça c'est une évidence, vous pouvez la conscientiser. Ce qui est un tout petit peu plus peut-être particulier, c'est que mes introjections sont inconscientes. Je peux conscientiser les bénéfices ou les difficultés que mes introjections ont provoquées, je peux le conscientiser, mais n'empêche qu'elles sont inconscientes. Donc, plus l'enfant apprend tôt qu'il est digne d'être aimé, plus, bien entendu, plus il aura de chance d'établir des relations satisfaisantes. Et vous voyez, la confiance en soi, d'avoir la capacité de résoudre les problèmes relationnels qui se présentent à lui, et puis d'avoir une gestion des émotions satisfaisante. Hein.
Il pourra accueillir ses émotions et accueillir les émotions d'autrui. Donc, si je ramène la théorie de l'attachement aux premières relations amoureuses, au temps de la relation amoureuse, un peu comme la définition que je vous ai donnée temporelle de ce que peut vivre un jeune enfant, le préattachement existe dans la relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est le préattachement? C'est ce qu'on appelle le flirt, c'est-à-dire la période, vous voyez, on ne sait pas si ça va aller plus loin ou pas, mais en tout cas, on se regarde, on se respire, on se sent, on se touche, on s'écrase pas. Vous voyez, c'est comme une danse, quoi. Hein. Il y a quelque chose de j'y vais pas, j'y vais un peu, je me recule, je reviens. Hein. On est dans le préattachement. Il n'y a pas encore un véritable lien. C'est comme le bébé avant ses 6 mois, avant ses fameuses introjections. Mais par contre, cette période, comme celle du bébé que vous m'avez décrite tout à l'heure, voyez, ça va venir favoriser son développement d'une satisfaction. Et là, je suis quand même psychanalyste, d'une satisfaction sexuelle. Hein, vous vous demandiez pourquoi elle ne nous parle pas de ça quand même. Hein. Ben voilà, ça y est, c'est fait. D'une satisfaction sexuelle, mais qui n'est pas l'unique objet de la relation. C'est-à-dire que ce préattachement, cette période initiale, elle va venir favoriser le développement intérieur, mais ce n'est pas l'unique objet de la relation. D'accord ? La deuxième phase dans la relation amoureuse, c'est ce qu'on appelle l'attachement en voie de constitution. C'est-à-dire, je vais passer du préattachement à la phase où les Québécois disent « je tombe en amour hein », et où je vais avoir beaucoup plus besoin de vérifier la proximité de l'autre. Mais la proximité de l'autre, elle ne va pas simplement être motivée par l'attirance sexuelle, mais elle va être motivée par la recherche d'une intimité qui procure une source de sécurité. C'est-à-dire, je reviens aux prémices de mon arrivée sur Terre. Si j'ai été sécurisée, ça va pouvoir se passer. Si j'ai été insécurisée, vous imaginez tout de suite ce qui va découler de ça. Hein. Et si je vous pose la question de l'ambivalence, par exemple, est-ce que l'attachement ambivalent, dans cette voie d'attachement où je tombe amoureux, est-ce que je vais être plutôt en capacité de prendre les risques ou est-ce que je vais me dire j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Vous comprenez? Vous pouvez mettre les calques de ce qui s'est passé quand on était petit et quand on devient adulte, ou en tout cas, cette phase du flirt, elle émane souvent dans l'adolescence, quoi. Hein. La troisième phase, c'est ça y est, on est amoureux. Hein. C'est-à-dire que le lien d'attachement est posé. Hein. Et bien sûr qu'à ce moment-là, toutes les interactions vont être décuplées. Vous voyez, ça va vous procurer un tel plaisir que vous allez en vouloir encore et encore et encore. C'est comme le bébé, c'est pas parce qu'il a mangé, c'est pas parce qu'il est propre qu'il ne veut plus rien. C'est la lune de miel. Voilà, c'est la lune de miel. Il va vous demander encore et encore et encore. Mais tu es beaucoup trop intéressant là pour que je m'endorme. Non, montre-moi ci, montre-moi ça. Parle-moi, que j'écoute ta voix, que je découvre tes yeux, que je découvre ta peau, que je découvre ton odeur. Vous voyez, le lien amoureux, il est associé dans notre cerveau à la réduction du stress, au sens biologique du terme, au calme et à la sérénité. Hein. C'est-à-dire que mon partenaire devient mon havre de sécurité, mon port d'attache, comme on dit. Et puis, la quatrième étape, c'est l'étape de la post-romance, c'est-à-dire que c'est l'étape où la nécessité de la proximité physique me permet, dans mon système motivationnel, vous vous rappelez, il y en a 4, d'aller explorer, c'est-à-dire, comme je suis en sécurité, je peux aujourd'hui m'éloigner de toi et revenir parce que je sais que tu seras là.
où tu peux t'éloigner de moi parce que tu sais que lorsque tu reviendras, je serai là et que j'aurai la disponibilité pour entrer en interaction avec toi. Hein. Et bien sûr que cette proximité physique et tous les comportements qui favorisent le développement du lien d'attachement, comme le lien d'attachement est posé en troisième figure, mes besoins vont peut-être décroître. Et je vais plutôt que de demander le rapprochement de ma culture d'attachement, je vais plutôt me trouver des objets communs, je ne sais pas moi, les arts martiaux, l'opéra, les voyages, etc., pour pouvoir partager quelque chose de commun. Vous voyez, l'attachement permet aussi l'objet commun du bien vivre ensemble. D'accord ? Est-ce que ça suscite des questions pour vous? Je me posais la question de parents en médiation qui peuvent, quand ils racontent leur histoire, hein, quand ils se sont rencontrés et tout, parlent de relations fusionnelles. Alors, bon, ok, c'est la lune de miel, mais après, c'était comme si ils vivaient une relation fusionnelle, mais qui devient étouffante. Vous voyez, et là, ça devient intolérable pour l'un ou pour l'autre, quoi. Hein. Ça, je trouve que c'est assez bien raconté. Enfin, ça peut être assez bien cerné, quoi. Hein. En tout cas, personne qui l'a vécu comme ça. Et, et, et alors, ça vous fait penser à quelle structure? Moi, je dirais la structure, alors pas la dernière, oui, l'attachement ambivalent, résistant. Oui. Alors, ma question, elle est un peu piège. Hein. En tout cas, quand vous entendez relation étouffante, vous voyez, ça va provoquer dans le besoin physique la nécessité d'éviter l'étouffement. Hein, vous voyez. Donc, on serait plutôt, en tout cas sur le peu que j'ai entendu, parce que vous voyez, c'est un exercice un peu délicat quand même, hein. Sur le peu que j'ai entendu, on serait plutôt sur d'emblée, si ça m'étouffe, je dois éviter ça. Hein. Et puis après, de ce que vous allez entendre de cette narration, effectivement, ça peut être très ambivalent. Je t'aime, mais pas trop, quoi. Et bien entendu que le temps d'intégration des modèles internes opérants va beaucoup jouer. Une personne, dans ses besoins, aura besoin, vous voyez, logiquement, le quatrième stade de la relation amoureuse intervient au terme de 2 ans de relation amoureuse. Hein. C'est pour ça qu'il est quand même très, très, très risqué de considérer l'autre comme un port d'attache avant ces fameux 2 ans, ou de construire une famille avant ces fameux 2 ans. Vous voyez, l'étude montre que c'est risqué, mais quand même, comme vivre c'est risqué, pourquoi pas le tenter, hein. Vous voyez, c'est pas un modèle, hein, de dire ça, que c'est dans les 200. Donc, en fait, ces modèles internes opérants, ils viennent libérer mon énergie psychique pour favoriser mon système motivationnel d'exploration, voilà, voilà le déjeuner, tout en étant assuré de l'existence du lien d'attachement. Hein. Donc, si j'ai bien compris la consigne, je vais m'arrêter. C'est ça? Est-ce que vous pourriez juste renommer les 4 phases, s'il vous plaît? Je n'ai pas prononcé. La dernière, c'est la post-attache, c'est ça? En fait, je le fais maintenant ou j'attends son retour? Oui, continuez. Alors, la première, c'est le pré-attachement. Vous voyez, c'est comme le bébé qui vient de naître et qui va faire connaissance. Hein, je m'approche, je sens, je hume. On est vraiment dans toutes les perceptions précoces physiques, hein, que vous avez dit tout à l'heure. Nos 5 sens sont extrêmement actifs pendant ce pré-attachement. La deuxième, c'est l'attachement en voie d'accès. Vous voyez, c'est quelque chose où la proximité n'est plus tout le temps source de motivation, mais je vais plutôt chercher quelque chose qui va venir faire sécurité.
La troisième, c'est je tombe amoureux, ça y est, ça y est, ça y est, je sais que je suis amoureux. Hein, mes émotions, mon cerveau, mon cortex préfrontal dit, ça y est, je sais que je suis amoureux. Ça fait foi, ça fait loi. Hein. Et la quatrième, c'est le partenariat, on l'appelle le partenariat corrigé quant au but, c'est-à-dire plus simplement la post-romance. Bien sûr que l'amitié peut offrir du réconfort, hein, mais que c'est pas du tout la même chose. Hein. L'amitié, c'est quelque chose qui offre quelque chose d'un attachement, mais pas quelque chose avec toutes les caractéristiques, vous voyez, de ces 4 phases. Hein. Je ne pense pas que vous ayez humé, reniflé, goûté vos amis. Voilà, peut-être que c'est le cas, auquel cas il faut qu'on en parle. Mais c'est pas la même chose, d'accord? Dans les discours que vous entendez et de l'intervention là du médiateur là qui vient de me poser la question de trop près, trop loin, etc. Le choix du partenaire, il se fait aussi en fonction de cette recherche de sécurité, mais il faut que ce choix de ce havre de sécurité ne vienne ni m'étouffer, ni m'écraser et me laisse tout à fait la possibilité de pouvoir partir loin parce que je sais que quand je vais revenir, l'autre sera là. Ou l'autre sait que quand il va revenir, je serai là. Vous voyez, c'est ça la sécurité. C'est quelque chose qui doit faire partie dans vos modèles internes-opérants de ce qu'on appelle le familier. Voyez, vous connaissez déjà cette impression. Elle peut être, bien sûr, pour vous très sécurisante ou très insécurisante. Hein. Toujours dans le lien amoureux, dans les relations intimes, bien entendu que les personnes sécures, elles savent tisser un lien, vous voyez, un tissu léger, un tissu soyeux, quoi. Hein. Et surtout, elles savent le faire durer. Elles savent comment entretenir le soi, quoi. Hein. Ceux qui ont vécu un attachement ambivalent, ils vont avoir tendance à mettre la barre affective tellement haute que tôt ou tard, ils vont pas y arriver. Ça va être la faute de l'autre. Ils vont se sentir frustrés et ils vont agresser ceux ou celles qu'ils aiment par-dessus tout, quoi. C'est ça l'ambivalence. C'est-à-dire que je vais être dans des mécanismes parfois que vous allez bien constater d'auto-sabotage, quoi. Hein. Et la pente est savonneuse, quoi. Quant aux évitants, dans la relation amoureuse, ils ont tellement peur d'entrer dans la dépendance affective qu'ils vont refroidir, vous voyez, ce qu'ils éprouvent. Vous voyez, c'est comme si, au lieu de se dire « Ah ben oui, c'est possible », voyez, quand ça leur arrive, ils vont faire en sorte de se sortir du contexte. Hein. Donc, ils vont aimer de loin, ils vont se sentir prisonniers de ce qu'ils ont provoqué, mais en même temps, ils vont refroidir toute velléité amoureuse vis-à-vis d'eux. Ils vont éviter, quoi. Hein, le nom le dit bien. Et puis, pour ceux qui ont... vous sentez presque quelque chose qui fait difficulté, impasse, répétition. Hein. Là, on est plutôt dans la théorie de l'attachement sur ce qu'on appelle les carences affectives, les carencés, voyez, affectifs, qui sont tellement convaincus qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés, que de toute façon, ils fatiguent tout le monde. Ils deviennent très collants, voyez, c'est presque des ventouses vampirisantes, quoi. Et ils vont envahir l'être qu'ils aiment. Et c'est là que je rejoins monsieur, en les étouffant. Mais je peux presque dire que les carencés affectifs sont plutôt du domaine de l'ambivalence. Hein.
Et en conclusion, donc, cette théorie de l'attachement, elle nous amène, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que dès le début de notre vie, nous devons composer avec la perte. En tout cas, en naissant, nous composons avec la perte de notre nid sensoriel. Hein. Il y a aucun moyen, pour vivre, il n'y a aucun moyen d'échapper à cette perte. Hein. Et la perte, c'est la privation de ce qui me faisait sécurité. Donc, bien sûr que devenu adulte, cette perte, je vais la retrouver dans un sentiment de familiarité parfois, dans les épreuves de la valeur affective, mais ça peut être des épreuves de valeur monétaire. Hein. Perdre ce qui compte, ben, bien sûr que ça vient faire déchirure souvent de mon tissu familial. Hein. Ça va provoquer ce que les personnes appellent un vide. Voyez. Or, un bébé seul, ça n'existe pas. Donc, un bébé dans le vide, ça ne peut pas vivre. Hein. Donc, il est important, dans mes temps de désaccordage et ou de désorganisation, parce que vous l'avez bien entendu, de mon espace sécure, je peux passer à mon espace évitant, je peux passer à l'espace ambivalent ou à l'espace de désorganisation. Hein. Alors, quels sont les espaces dans la vie qui amènent ce que j'appelle les temps de désaccordage, vous voyez, de dissonance, on dit aussi. Tout ce qui fait rupture. Tout ce qui fait rupture avec votre havre de sécurité. Ça va être l'hospitalisation. Pour un enfant, ça peut être les expériences d'adoption et de famille d'accueil temporaire. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, hein, de nos institutions avec ces temps de famille d'accueil temporaire. Bien sûr, tout ce qui fait protestation auditive et visuelle de signaux de très grande détresse de l'enfant et des bébés, la protestation, le désespoir, le détachement, mais aussi, et vous le savez mieux que quiconque, hein, les périodes de séparation, le divorce, le décès des proches, hein, la perte de statut social, les temps de chômage, les graves maladies, et c'est beaucoup plus étudié aujourd'hui, les temps de retrait sociaux comme la retraite, hein, avec, pour certains membres de la famille, l'entrée dans l'EHPAD, ou en tout cas dans un endroit qui fait arrachement du tissu social. Alors Hélène, les réactions, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons 3 collègues qui sont sur le départ à la retraite. D'accord. J'espère que ces temps où la vie vous appelle, vous voyez, du changement, hein, c'est-à-dire vivre c'est risqué, j'espère qu'ils ne seront pas associés pour vous, malgré, j'entends, la fraternité, ce que j'entends de cohésion entre vous, vous voyez, que ça ne fasse pas rupture de ces figures pour vous. Hein, parce que le contexte professionnel est un contexte d'attachement, bien sûr. Hein. Et donc, quitter ce contexte d'attachement, même si on a très envie de partir au bout du monde, de faire des voyages, de s'occuper des petits-enfants, n'empêche que ça va venir provoquer quelque chose du changement du tissu. Hein. Et de ce changement de tissu, quels sont les nouveaux fils qui vont pouvoir s'entrecroiser? Quels vont être les rituels de retrouvailles de temps en temps, vous voyez? Parce que sinon, ça peut venir rendre une personne insécure. Hein. Et du choix des familles de mettre les aînés dans des lieux quand même pas très réputés pour leur bienveillance ou leur fraternité, hein, ce qu'on appelle les EHPAD aujourd'hui. Tous ces travaux le montrent, mais les derniers travaux sur les crèches l'ont montré aussi. Hein. Tout ce qui amène de l'insécurité, bien entendu, peut venir réactiver une familiarité de modèles internes opérants insécures. Alors Hélène, pour la jolie petite histoire, dans notre cher groupe APMF Normandie,
nous commençons à nous inscrire dans une tradition de randonnée ensemble. On randonne, on déjeune, on dort. On en dira pas plus. Et nos retraités sont invités. Les retraités sont bien sûr invités. Et ceux qui sont partis pour d'autres raisons aussi. Voilà. Ce que j'entends, c'est qu'il y aura, pour les personnes qui partent et pour les personnes qui restent, parce que vous voyez, l'attachement, il est dans les deux sens. Hein. Ce que j'entends, c'est qu'il n'y aura pas d'atrophie du système limbique, il n'y aura pas d'hypertrophie de l'amygdale, hein, et donc vous pourrez supporter hein, les émotions nouvelles qui vont vous permettre d'aller explorer hein, de nouveaux mondes. Donc, en conclusion, la projection de la représentation d'un manque, je vais devoir m'en aller, vous allez devoir partir, hein, elle est alimentée par mes modèles internes opérants. Si j'ai souffert du manque de l'autre, du manque de reconnaissance, du manque d'affection, du manque d'être moi-même, de mon intégrité, vous voyez, dans ma projection, ce sera plus difficile. Mais nous savons aussi, grâce à la théorie de l'attachement et à beaucoup d'autres travaux, et notamment analytiques, que les désirs, ils ne peuvent jamais être complètement satisfaits, sous peine d'arrêter notre développement. Si j'ai tout, en général, je m'arrête. L'homme est ainsi fait qu'il a besoin d'une quête quasi perpétuelle. Donc, dans la théorie de l'attachement, il faut parler des désirs. Vous pouvez entendre les désirs de l'autre, et notamment dans la relation conjugale, mais sans nécessairement les combler. Le simple fait de reconnaître le désir, de reconnaître l'émotion qui sous-tend ce désir, peut permettre à la personne d'être apaisée, vous voyez, sans lui donner nécessairement ce qu'elle attend. Rien ni personne ne peut assouvir complètement un désir humain. Et tant mieux, hein, parce que c'est ce manque, vous voyez, cette case blanche aussi, hein, qui fait avancer dans la vie. Donc, en résumé, la construction des premiers liens, elle ne repose pas seulement sur la satisfaction de nos besoins, mais ce dont il s'agit, c'est de la satisfaction des pulsions orales, scopites, dans l'intersubjectivité, comme on l'a vu avec le bébé, hein, qui continue à réclamer alors que tout va bien. Lorsqu'on vit un stress, on va venir activer ce qu'on appelle le programme d'appel, vous voyez, de ces niches sensorielles et de ces premières perceptions précoces et d'interaction. Et dans le domaine affectif, nos modèles internes opérants peuvent nous aider à affronter les changements environnementaux, c'est-à-dire de nos écosystèmes, hein, et ils peuvent entraîner, rappelez-vous la plasticité cérébrale, un remaniement de ces fameux modèles internes opérants. C'est-à-dire, si je vous le dis encore autrement, devenus adultes, nous allons encore et encore et encore, comme le fait le petit enfant, rechercher des relations d'attachement, les valoriser, si c'est possible, dans toutes ces organisations que l'on a vues. Nous allons enclencher une disposition d'être au monde partagée. Nous allons peut-être avoir envie de nous y fondre dans ce nous qui fait commun, et parfois le risque c'est de s'y perdre, hein, mais qu'il y a une vraie distinction dans la théorie de l'attachement entre le lien et l'entrave, entre le lien porteur de vie
porteurs d'amour, porteurs de croissance, et les liens porteurs de haine, porteurs de destruction et parfois de mort. Alors c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de personnes qui envisagent sereinement de nous confronter avec ce qui nous lie au-dedans de nous-mêmes et aux autres, et que l'on confond souvent, ou que l'on préfère ignorer ce que lient les liens. Est-ce que le lien lie la vie, la croissance, l'amour, ou est-ce que le lien lie la haine, la destruction et la mort? Et parfois, chez la désorganisation, ce qui va tenir le sujet, ce sont les deuxièmes types de liens. Donc, tout lien impose des contraintes de croyance, nous les avons explorées, des contraintes de représentation, nous y avons voyagé, des contraintes de normes perceptives ou d'adhésion aux idéaux et aux sentiments communs. Tout lien nécessite de mettre en œuvre des opérations de refoulement, parfois des mécanismes défensifs comme le déni ou le rejet, c'est l'autre, le problème c'est toujours sur l'autre, pour que les conjonctions de ma subjectivité se forment et que les liens se maintiennent. Et pour finir, vous l'avez compris, ce tissu qui nous enveloppe, c'est un tissu de lien qui se lie au-dedans, en nous-mêmes et avec l'autre. Et ce tissu, parfois, il est formé de pelotes ou il va lui-même former des pelotes et des nœuds que nous ne cessons de faire et de défaire toute notre vie. Mais nous ne pouvons pas vivre sans ces liens, bien que certains, par excès ou par défaut, nous enchaînent ou nous empêchent de vivre, d'aimer, de connaître, de jouer, de partager. Nous savons aujourd'hui que le milieu est beaucoup plus important que ce que pensait Bowlby. Nous savons que nous pouvons agir sur ce milieu. Nous savons que ce qui structure un enfant, c'est son milieu. Et donc, ce milieu n'est pas inexorable. En tant que médiateur, vous pouvez travailler sur le milieu. Certains d'entre nous peuvent y passer leur vie, à moins qu'ils y renoncent. Je suis parce que nous sommes de liens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Alors, je vais venir questionner peut-être ce qui fait perception, voyez, de ces deux mondes que je vous avais amenés, de ce qui fait perception et de ce qui fait représentation pour vous, de ce que vous avez entendu, et bien sûr, accueillir vos questions, si vous en avez. Est-ce qu'il est possible que, si on le souhaite, on puisse vous exposer quelques vignettes de ce qu'on peut faire en face. Peut-être que certains collègues qui ont d'ailleurs préparé des situations pourraient oser se lancer sur ce travail-là avec vous. Oui, je vous écoute. Alors, je sais que l'UDAF 50 avait un exemple, Trialogue aussi, et puis d'autres collègues qui souhaiteraient. Non? Ok. Est-ce que vous avez vos exemples de l'UDAF 50 et Trialogue ici? Vous les avez amenés? Autrement, je les ai si vous voulez. Moi, je les ai en tête. Par contre, ce que je t'ai envoyé, lui, il y a les prénoms et du coup, c'est. Donc, c'est juste quelque chose que je peux exprimer en quelques minutes. Peut-être ton support. Non, c'est bon. Ok. C'est bon. En tant que médiatrice familiale, j'ai reçu deux personnes, deux parents, qui ne sont plus ensemble aujourd'hui et dans leur vie de couple, ils ont pu vivre beaucoup de choses difficiles
notamment le deuil d'un premier enfant qui est mort-né, et puis une seconde grossesse où finalement le couple n'a pas tenu autour de cette deuxième grossesse et le monsieur a décidé de partir. Décidé, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça qu'il a pu, lui, continuer sa vie en tout cas. Donc cet enfant sans papa est né du coup. Et puis quelques temps après, ce monsieur finalement a décidé d'être le papa de ce petit garçon. Et aujourd'hui, je les ai en médiation familiale parce que ce monsieur souhaite prendre sa place de père, alors que ce petit garçon, bon, bien sûr, il connaît sa maman, et puis il y a un autre monsieur qui est arrivé dans sa vie aussi, puisque sa maman, lorsqu'elle était à 3 mois de grossesse et qu'elle a vécu cet abandon de ce monsieur qui s'en va, du père biologique, elle a rencontré quelque temps après un monsieur qui, lui, finalement l'a sécurisé, l'a conforté durant toute sa grossesse, et puis après, puis aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Donc, la difficulté dans cette médiation familiale, finalement, ce serait par rapport à l'attachement, ce serait comment ce petit garçon peut s'attacher à ce deuxième papa, parce que lui, pour lui, son père biologique, c'est... Enfin, son papa, à lui, en tout cas, c'est le papa avec qui il a vécu depuis toujours. Et donc, il y a ce papa biologique qui arrive et qui lui demande à tout prix d'être aimé, d'aimer ce petit garçon, de faire comme si le passé n'existait pas. Et voilà, aujourd'hui, il faudrait qu'il ait une place majoritaire dans cette famille, quitte à effacer ce papa qui n'est pas le papa biologique, mais qui finalement est le papa. Ce petit garçon a 6 ans à peu près. Et ce petit garçon, aujourd'hui, il a 6 ans. Oui, 6 ans. Alors, le papa, il n'arrive pas d'aujourd'hui. Hein. Le papa, il arrive, ça fait déjà 2 ans. Enfin, il y a eu du judiciaire, il y a eu tout ça. Ça fait même 6 ans, parce que moi, je les ai reçus en médiation, cette situation-là. Moi, je l'ai reçu en médiation quand le petit garçon avait 1 an. Il y a eu 5 séances de médiation. Il y a eu 2 audiences, ça a été très très compliqué. Et déjà, quand il a 1 an, il est déjà. Il était apparu quand son fils avait 1 an, donc ça fait longtemps. Il y a le cri de cœur de ce papa qui dit je veux être aimé. Et qui ne lâche pas. Qui ne lâche pas. Et puis ce petit garçon, peut-être que la temporalité n'est pas la même aussi. Ce petit garçon qui y va, un week-end sur 2, et puis ce papa qui veut tout de suite, en fait, quoi. Bon, voilà. Du coup, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut s'attacher à tout prix voilà. Enfin, c'est un peu ça. Et puis ces personnes, effectivement, elles ont vécu beaucoup de choses, d'abandon, de deuil. Et comment, avec ça, finalement, on arrive à s'attacher de manière, comment dire, suffisamment bonne, suffisamment satisfaisante. Bon. Oui, et puis-je vous demander quel est dans cette situation, mais je peux vous le demander à toutes et à tous, hein, quelle est votre représentation des modèles internes? Qu'est-ce qui s'opère en vous dans l'exposé de cette présentation? Moi, par exemple, je questionne, je me pose beaucoup de questions sur ce qui se passe avec ma mère, pour elle et sa posture vis-à-vis du petit garçon du père. Et votre modèle interne, qu'est-ce qu'il dit de ça? La maman, elle a quand même vécu un abandon quand elle avait son bébé dans le ventre. Voilà. Le bébé, le lit n'était pas aussi sécure que ça. Voilà. Vous voyez, c'est là que je veux arriver. C'est-à-dire que dans un exposé d'une situation aussi singulière, voyez, il y a beaucoup de détresse. Il y a le deuil d'un premier enfant, le départ du père du second,
le second enfant naît, et j'entends qu'aujourd'hui, il a 6 ans. Voyez, donc, vous voyez, il y a la détresse des personnages principaux. Et puis, il y a aussi vous, dans votre modèle de représentation, voyez, des mots graves, voyez, abandon. Waouh! Ah ben oui, je ne vais pas la prendre de la même manière, la médiation, voyez, abandon dans l'attachement. Et donc, il va falloir aller explorer, hein, système motivationnel, il va falloir aller explorer si l'abandon que vous pouvez poser dans votre modèle à vous, dans votre modèle de représentation, est celui du père et ou celui de la mère. Et peut-être des deux, vous voyez. Peut-être que... Et effectivement, comme vous l'avez amené, comme j'ai entendu que ça avait été amené, c'est non seulement la temporalité qui sans doute n'est pas la même, mais c'est aussi l'espace. Au deuil de ce premier enfant, qu'est-ce que de la vitalité, qu'est-ce qui a été possible, vous voyez, quelle a été la narration à ce moment-là. Il y a des mots comme ça en médiation, abandon. Si vous l'avez, même si ce n'est pas dit par les médiés, mais si vous l'avez dans vos représentations internes, vous voyez, bien entendu que ce que vous recevez, vous voyez, à introjection, ce qui vient de l'extérieur, et que je mets dans mon langage intérieur, risque d'être un écho, vous voyez, au début très très faible de la part des médiés. Et s'il y a sentiment d'abandon de par ce premier deuil, et ou sentiment d'abandon de la part de cette mère qui, j'entends, a donné vie à un deuxième alors que le père était parti, voyez, alors que son amoureux était parti, voyez, vous allez peut-être être dans des modèles de répétition d'abandon, mais pas au même endroit, pas dans les mêmes espaces, pas dans les mêmes temps. C'est pour ça que j'ai relevé aussi dans ce que j'ai entendu que dans la narration qui a été faite, cet enfant sans père, un enfant sans père, ça n'existe pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit peut-être que dans 2 siècles, il pourrait ne plus y avoir de père et ne plus avoir de mère, mais aujourd'hui, dans ce que nous sommes, voyez, en tant qu'être humain, il faut, pour faire un bébé, un homme et une femme. Les belles histoires, c'est plutôt avec du consentement. Les drames, c'est sans consentement. Mais il faut les deux. C'est-à-dire que un homme qui a engendré dans le corps de la femme est père. C'est-à-dire que cet enfant a un père. Et dans les modèles internes opérants, il va falloir voir ce que ça vous fait pour vous qu'un enfant puisse exister sans père, alors que ça n'existe pas. Mais c'est possible d'avoir un modèle interne opérant qui dit qu'il n'y a pas de père. Mais ce n'est pas possible de le laisser dire en médiation, par contre. Vous voyez la différence? C'est qu'il y a quelque chose, c'est un fait biologique. Je ne peux pas penser que l'enfant n'a pas de père. Et dans les liens du cœur, il a un père adoptif, et dans les liens de l'attachement, il a peut-être un père qui ne s'est pas montré au début. Donc il a la chance, parce que c'est une chance, dans la diversité, dans la différence, hein, d'en avoir 2. Mais il ne faut pas en soustraire un. Alors, ça, c'est le souhait du père biologique qui, lui, voudrait prendre sa place en soustrayant l'autre. C'est là un peu. C'est bien. Avec cette théorie que vous nous avez amenée, du coup, ça pose question, effectivement, de quel est l'attachement de ce monsieur pour qu'il crie autant son besoin d'amour, finalement. Voilà. Et oui, mais ça dit de l'attachement de tout le monde, là. Et c'est vrai que
vous voyez, en psychogénéalogie, on parle du grand livre des contes familiaux. Et effectivement, en tout cas, jusqu'à présent, on peut pas inscrire une naissance sur un livret de famille et puis faire comme s'il n'était pas né. Donc, il y a un drame chez ce père qui est parti. Vous voyez, en fait, dans votre histoire, il y a beaucoup de drames. Oui. Hein, Oui, il y a oui, beaucoup de drames. Il y a beaucoup de drames, effectivement. Et c'est important me semble-t-il, vous voyez, si la structure est tellement emmêlée, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de pelotes, de nœuds, de tous ces fils, etc. Alors peut-être faut-il aller travailler les modèles internes opérants de ces personnes sur des mots graves. Okay. Soustraction. Il est parti, mais il est revenu. Mais j'entends beaucoup de tristesse aussi dans cette histoire, vous voyez. Une famille, enfin un couple qui devient couple parental et où la vie s'arrête parce que le petit être ne prend pas incarnation physique, vous voyez. Oui, ben, je connais personne qui s'en réjouisse, quoi. Vous voyez. Et c'est pour ça que l'exposé que je vous ai fait de la théorie de l'attachement vous invite vraiment à aller à votre place dans les perceptions. Qu'est-ce que ça me fait, cette histoire? Qu'est-ce que je ressens? Moi, j'entends beaucoup de détresse, beaucoup de tristesse, beaucoup de gravité. Donc, je vous l'ai dit, la gravité, on est plutôt en 4e. Hein, mais ce n'est pas parce qu'on est en 4e que ça signifie que cet homme est désorganisé. Et peut-être que c'est la structure familiale qui a été désorganisée du deuil de ce premier enfant. Ouais. Donc, en fait, il faut tenir compte du contexte et du milieu. Et souvent ce qui me semble en médiation, c'est que parce que en plus j'ai entendu une autre voix qui disait mais je les ai accueillis aussi en médiation. Donc en fait j'entends que ce couple et peut-être ces deux couples, c'est-à-dire le premier, vous voyez, le couple originel, si je peux dire, et puis le couple actuel, j'entends qu'ils n'y comprennent rien à leur histoire. Vous voyez, ils cherchent, vous voyez, ils ont des systèmes motivationnels d'exploration. Alors peut-être avec beaucoup de surdité, peut-être avec beaucoup d'incapacité de faire alliance, mais j'entends qu'ils cherchent. J'entends qu'il y a eu une première médiation, qu'ils reviennent en médiation. Il y a une vraie volonté de faire alliance. Et puis j'entends que j'entends aussi cette question est-ce qu'on peut s'attacher à tout prix? Tout dépend de la loyauté. Parce que si je me place là dans l'écoute de cet enfant de 6 ans, il va falloir passer, comme dans la relation amoureuse, par les 4 étapes. Le pré-attachement. Quand il va chez son père, un week-end sur 2, où dort-il? Qu'est-ce qui fait odeur commune? Qu'est-ce qui fait sensation commune? Qu'est-ce qui fait objet commun? Voyez? Il faut reprendre les 4 étapes. Et peut-être que ça marchera, et peut-être que ça ne marchera pas. J'entends que l'enfant est sans doute aussi dans des liens de loyauté. En tout cas, il ne faut pas les ignorer.
Et Hélène, j'ai une collègue qui voudrait intervenir, s'il vous plaît. Ben oui, bien sûr. Comme je vois pas tout le monde dans la pièce, sur mon écran, il y a la partie de gauche que je ne vois pas. Oula, Alors, mets-toi fiche de chaise, Carole. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui vous ai parlé de l'abandon tout à l'heure, qu'avait sans doute vécu la maman pendant la grossesse. Je voulais juste revenir sur votre réponse. Quel est le risque pour les médias si ça fait écho pour eux, effectivement? Est-ce que vous avez dit que ça risque de faire écho pour eux? Si leur système motivationnel, voyez, si vous sentez que leur système motivationnel sont bien posés, et j'entends que l'exploration est posée, hein, exploration égale sécurité. Donc ça veut dire qu'ils ont des havres de sécurité, des ports d'attache, et peut-être que votre espace de médiation en est un d'ailleurs pour eux. Ça signifie qu'ils peuvent y aller. Ils peuvent Ça veut y dire aller. que sinon, il ne faut pas évoquer ce mot, il ne faut pas prononcer ce mot-là devant eux, sinon c'est ça? C'était ça ma question. Il ne faut pas reformuler ou exprimer ce qu'on ressent. Alors, en tout cas, j'ai plutôt tendance à être précautionneuse. Donc, j'invite plutôt à les interroger. Comment est nommé ce temps d'absence? De manière à ce que, à partir du moment où vous avez pu écouter votre modèle interne opérant, voyez, leurs réponses, vous allez pouvoir les écouter. Et eux, ils vont pouvoir vous les dire si vous continuez à représenter de la sécurité pour eux. Okay. On ne reflète pas forcément ce qu'on perçoit. En fait, chaque situation a ses réponses. Si intuitivement vous sentez qu'il faut le dire, dites-le. Voyez. Mais en tout cas, quand c'est... Vous voyez, il y a de la détresse, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a des postures, ça se fait pas, ça se nomme pas. On nomme ce qui est faux. Un enfant a toujours un père. Même si ce père est inconnu, un enfant a un père. Et puis parfois, il peut avoir un géniteur et un père. Et parfois, il peut avoir deux pères d'amour, hein, comme ils disent les enfants. J'ai deux pères d'amour. Mais est-ce que c'est possible pour vous qu'un homme qui n'ait pas été là lors de la grossesse de sa femme qui avait déjà perdu un enfant, est-ce que c'est possible dans vos modèles internes opérants qu'il soit père? Voyez, c'est ça qu'il faut interroger. Je vous remercie. Excusez-moi. Oui. Il y a une autre question. Oui, quand un père est nommé, parce que quand vous dites forcément il n'y a pas de père, bien évidemment il faut forcément un homme et une femme, un père et une mère. Néanmoins, lors d'une médiation, par exemple, la mère parle du monsieur en sa présence, hein, on parle comme géniteur. Donc il y a une reconstruction du lien qui est fait entre l'enfant et son père. La mère veut travailler là-dessus. En plus, en ce moment, les fêtes arrivent. L'enfant n'a pas encore été régulièrement chez son père. L'enfant a 18 mois. Il y a une garde progressive. Aujourd'hui, la garde progressive arrive à un week-end sur 2 et moitié des vacances. On arrive en fête de Noël. Le 19, c'est les vacances scolaires. Donc, d'entrée, une semaine chez papa. Donc, la maman ne parle pas du père en tant que papa, elle parle du père en tant que géniteur en sa présence. Donc, situation un peu délicate quand même, bien évidemment, parce que le père, prenant sa place, a toujours pris sa place, même s'il y a une absence, entre guillemets, de 7 mois, due au fait que la maman ne voulait pas laisser son enfant à ce géniteur qui était aujourd'hui bisexuel,
enfin voilà, qui était stigmatisé, qui était vu comme monstre, comme surtout tout sauf un père. Comment peut-on rééquilibrer comment dire, enfin, remettre ce rôle de papa à sa place, quoi, en fin de compte. Et utiliser ce mot géniteur, c'est vrai que c'était un peu. Je ne suis pas du tout allée sur ce terrain-là, hein, bien évidemment, parce que je me suis dit, ça, ce sera. On verra ça plus tard, c'est pas en une séance, parce que les fêtes de Noël arrivent, le papa va partir avec sa fille. Le principal était, pour moi, de pouvoir les amener à réfléchir sur un mode de garde où la maman était en sécurité et que le papa était aussi serein voilà, durant cette semaine-là. Donc, voilà. Alors, en fait, alors ça me fait rebondir sur plusieurs choses. Déjà sur la première situation que vous avez amenée, la médiatrice qui a amené la situation, il y a quelque chose que mon oreille a entendu. Elle a d'abord parlé du père en tant que place de père, et quand elle a évoqué la mère, elle a utilisé le mot maman. C'est-à-dire qu'il y avait déjà dans mon écoute quelque chose, dans une représentation et dans une autre représentation. Et j'entends que vous avez aussi prêté attention à ça. Alors, peut-être parce que le mot géniteur est porté en plus par la femme qui a accueilli quand même l'homme. J'entends qu'il y a quelque chose qui est venu dans votre espace auditif. Et je rebondirai sur le fait que ce qui est très, très difficile, c'est qu'il semble que ce soit une situation qui vous soit amenée comme une situation d'urgence. Quand la temporalité, il faut trouver absolument une solution avant telle date, vous voyez. Que faire, quoi? Que faire? Vous voyez, il faut 9 mois pour faire un enfant. Il faut, en tout cas pour porter psychiquement, c'est le travail des pères. Physiquement, c'est le travail des mères. Vous voyez, un enfant. Et puis brusquement, le calendrier s'active parce que c'est Noël. Vous voyez, waouh! Et je ne peux que vous poser la question, que ressentez-vous dans votre perception? Est-ce que vous êtes en adhésion avec cette urgence, ou est-ce qu'il y a quelque chose chez vous qui dit mince alors Je dirais que j'ai écouté, je me suis écoutée au niveau de cette priorité, la place de l'enfant. L'enfant allait se rendre chez son père, chez son papa. Cette maman qui avait un langage qui n'était pas mon langage, hein, bien évidemment. Donc, je pense qu'il y avait déjà ça qui peut-être me faisait mal à l'oreille, peut-être. Et cette souffrance du papa. Mais comment, voilà, moi j'ai priorisé, en fin de compte, je me suis dit, bon, le terme géniteur, bon, c'est pas ça la priorité aujourd'hui. C'est plutôt comment l'enfant va se rendre chez son père, comment le papa va pouvoir accueillir l'enfant, comment la maman va pouvoir laisser, entre guillemets, son enfant. Parce qu'il m'est traversé, bien évidemment, plein de choses, en me disant, j'ai pu poser des questions à la maman, s'ils n'arrivaient pas à une négociation, qu'est-ce qu'elle allait faire, quoi. Et donc, du coup, comme elle a pu m'exprimer, je vais me caler à ce qu'a dit le juge. Donc, on a travaillé sur cette possibilité, et ça me fait, je pense en même temps que je vous parle, ça me fait écho quand vous avez dit, de toute façon, on ne peut pas tout avoir. Donc, c'est ce que j'ai pu exprimer aussi à la maman. De toute façon, il fallait mettre des choses en place, et que de pouvoir mettre des choses en place, c'est se dessaisir de certaines choses. Donc, c'est voilà, renoncer au fait d'avoir ma petite fille pendant quelques jours. Évidemment, au lieu d'une semaine, du coup, voilà, enfin, on a fait un découpage, enfin, on a découpé la semaine, enfin, ils ont découpé, moi, je n'ai rien proposé.
C'était les jours du juge qui étaient notés et en fin de compte, les besoins de l'enfance, qu'il était possible pour eux. Et c'est, comment dire, un planning a pu se faire en fonction de Oui, oui. Et ça me fait à mon tour rebondir dans le on ne peut pas tout avoir. Il y a encore un tabou, et c'est ce qui est contesté dans la théorie de Bowlby aujourd'hui. Il y a un tabou sur la fonction maternelle. Il y a quelque chose, sans doute provoqué par le patriarcat, qui fait que le nourrissage, l'élevage, comme disait Françoise Dolto, des enfants, est majoritairement confié aux femmes. Et c'est comme si chaque mère, vous voyez, il y a une sorte d'illusion collective de la société qui fait que quand on est mère, on va être, ce que disait Bowlby, une bonne mère. C'est-à-dire on va avoir une bonne fonction maternelle. Or, c'est un tabou. C'est-à-dire que ce soit dans l'incestualité, les femmes sont meilleures que les hommes. Les femmes avec leurs enfants sont plus incestuelles avec leurs enfants que les hommes. Donc il y a un vrai tabou de société avec ça. Combien de femmes, pour garder leur enfant pour elles, c'est-à-dire elles veulent tout avoir, ne sont plus femmes, mais mères. Et donc, ne pas l'oublier dans nos modèles de représentation interne, que ces femmes qui veulent tout décider, peuvent peut-être aussi avoir un système, au nom de la sécurité de l'enfant, peut-être, c'est une question, servent-elles leur propre sécurité? Parce que si quelque chose leur échappe, c'est plus difficile. Alors bien sûr que tant que l'enfant n'a pas acquis son autonomie, les signaux qui pourraient permettre à cette mère de progresser sont peut-être moins tangibles, ou à l'entourage de la mère, vous voyez, de venir la questionner. Mais en tout cas, les travaux sur l'incestualité maternelle commencent à être vraiment pris au sérieux. Mais ce n'est pas la même forme d'incestualité que l'inceste d'un homme vis-à-vis de ses enfants, d'un père vis-à-vis de ses enfants, vous voyez. Mais c'est plus insidieux. C'est comme, il y a encore une vingtaine d'années, la violence psychologique était moins prise au sérieux que la violence physique. Voyez, la maltraitance, quand vous arriviez dans un commissariat de police, s'il n'y avait pas de traces, ça ne comptait pas. Hein. Nous commençons à voir l'invisible, si je peux dire. Et dans nos métiers, nous devons pressentir l'invisible. Le voir, c'est peut-être pas toujours facile, mais le pressentir ou savoir qu'il existe déjà. Vous voyez, lui donner la place. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si les systèmes motivationnels de l'enfant sont bons, toutes les différences éducatives, structurelles, physiques, psychiques, intellectuelles, culturelles viendront l'enrichir. Ça n'appauvrit jamais un enfant. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça le déroute, ça le déconcerte, il est important qu'il soit en sécurité pour pouvoir aller les explorer. Mais tout ce qui est différent nous enrichit. Et c'est une pensée bien facile de penser qu'il faut faire même identique pour être bien. Vous voyez ? Non. Nous pouvons avoir des objets communs à partager. Il nous faut des objets communs à partager. Mais le même, l'identique, c'est l'incestuel. Alors c'est peut-être aussi une déformation de ma part. Hein. Je veux bien l'imaginer. Peut-être, Hélène, va-t-on quand même vous libérer, parce que
même si j'ai pas eu le temps d'échanger avec mes collègues, je pense qu'on resterait bien avec vous toute la journée. C'est ça? Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon colloque. Hein. Je vous remercie vivement. J'ai pris un grand plaisir. J'aurais aimé être sur place parce que j'aime la relation physique, j'aime les interactions. Donc, mais les moyens modernes permettent cette espèce d'ubiquité, vous voyez, de sentiment de toute puissance d'ubiquité. Vous êtes là-bas, je suis là. Waouh! On peut même se téléporter aujourd'hui. Voilà, c'est assez fascinant. Mais je préfère quand même la relation physique. Donc, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous allez pouvoir être mobile hein, dans cette théorie de l'attachement. Ne pas trop vous préoccuper du cadre parce que vous l'avez compris, ils sont en porosité. Hein. Ce qu'il faut arriver à comprendre dans la théorie de l'attachement, c'est que c'est ce qui est grave qui désorganise. Mais que même quand c'est grave, on peut le réorganiser. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Peut-être que j'ai fini, Hélène, parce que je me disais que, bien sûr, vous remerciez très, très chaleureusement pour ces apports, mais il me semble que ce serait important que les collègues qui le souhaitent puissent très rapidement aussi pouvoir partager avec vous par quelques mots une petite synthèse à chaud de ce moment fort de réflexion avec vous et grâce à vous. Et voilà, peut-être pas se quitter, même si effectivement je fais avancer un petit peu le chrono, hein, excusez-moi, mais pas se quitter trop. Disons, on va se quitter chaleureusement, j'espère, et avec du sens et de la profondeur. J'ose l'imaginer de cette manière-là. Donc peut-être je donne la parole à mes collègues de ce qu'ils pourraient aussi partager avec vous, si vous voulez bien, Hélène, ça vous convient? Si vous ne mourrez pas de faim, si je ne vous enlève pas la nourriture de la bouche, volontiers. Est-ce que vous mourrez de faim? Non. Bon, parfait, alors on y va. Qui est-ce qui veut bien s'adresser à Hélène sur ce qui s'est passé? Puisqu'on parle de nourriture, moi j'ai été nourrie grandement, je ne sais même pas si j'ai faim du coup, mais c'est encore... ça me paraît un peu complexe, il faut que ça décante, mais je pense que je ne suis pas la seule. Moi, j'ai fait plein de liens avec des situations de médiation, avec mon histoire aussi, personnelle. Donc, j'aurais envie qu'on développe un peu plus une prochaine fois. Je ne sais pas si c'est possible, mais voilà. Une fois décanté, je pense qu'il y a plein de questions qui vont émerger, mais voilà, vous ne serez plus là. Ni virtuellement, ni en présence. Hélène fait des formations. C'est vrai, bah oui, ouais, d'accord. Et moi aussi, personnellement, j'aurais préféré vous essayer parmi nous, mais bon, je trouve que c'était relativement confortable à l'écoute. Merci. Merci, Caroline. Patrice, s'il vous plaît. Alors, bon, effectivement, merci pour votre intervention. Je l'ai vraiment trouvé très, très riche, très, très dense. Et ça m'a fait écho, bien sûr, dans ma pratique. Alors, moi qui suis malentendant, lors du Covid, où on était obligé de porter le masque, de ne pas se toucher, de ne pas, on va dire, se serrer la main. Et moi, j'attache une grande importance au toucher. Hein. Je serre la main des médias quand ils viennent dans le bureau et tout. Et là, ça me manquait vraiment beaucoup. Et ça faisait écho à ce que vous disiez par rapport aux nourrissons, le pot, enfin, avec la maman, où ça pouvait rassurer, enfin, ça aide à construire, on va dire, le nourrisson, à se construire. Et moi, en médiation, j'étais vraiment très, très frustré de ne pas pouvoir, on va dire, j'avais l'impression de ne pas les accueillir dans ce qu'ils étaient, hein, du fait d'être privé à la fois de pouvoir lire sur leurs lèvres un petit peu ou voir leurs émotions sur le visage et de ne pas pouvoir, on va dire, être davantage tactile avec eux, ne serait-ce que la poignée de main. Pour moi, ça c'est important aussi. Et je trouvais que c'était très, très frustrant, quoi, et très, comment dire, limitant quelque part la filiation avec eux, quoi. Voilà.
Ça m'a évoqué ça quand vous avez parlé au début de la construction du nourrisson. Vous avez tout à fait raison. Merci. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que d'autres collègues souhaitent dire quelque chose de particulier? Bon, alors le temps de au revoir, je crois, et on n'en a vraiment pas du tout envie, mais voilà, ça fait partie des pertes Voilà, temporaires. Et de mon côté, je vous envoie ce fameux tableau, hein, et puis le support de mon intervention. Hein, comme ça, et puis bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez parfaitement par mail me les envoyer. Hein. Et je vous souhaite un très bon appétit dans vos sensations physiques. Au revoir. Au revoir, Hélène. Au revoir, bonne journée.